Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous qui fait le tour des questions qui agitent le débat public. Comme vous le savez, l'actualité est dominée par cette controverse sur le dialogue, la polémique sur l'article 64 et Kinshasa, une bonne partie de Kinshasa qui a les pieds dans l'eau à la suite des grosses pluies qui sont tombées sur nous. Et si on a le temps, on ira à l'Assemblée nationale où Évariste Bouchab, le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, se trouve dans la ligne de mire de Délice Sanga et d'un groupe d'opposants qui lui reprochent la nomination des commissaires spéciaux qui violeraient, selon eux, les dispositions de la Constitution. Normalement, je devais avoir deux personnes face à face. Moïse Monidela, il est le président intérimaire du RCDN, le président du soutien à Étienne Tshisekedi. Il avait été vice-ministre à l'époque du 1+4, il a été à l'opposition républicaine, il a été au FAC, etc., etc. À ses côtés, on devait avoir Bruno Tshibala, en fait. Il est secrétaire général adjoint de l'UDPS, mais pour des raisons de gros bouchons, dans la capitale Kinshasa, M. Tshibala ne sera pas avec nous. Peut-être qu'on l'aura en duplex tout au long de cette émission. M. Monidela, bonsoir. Bonsoir, Mamina. Qui est devenu votre patron, Roger Lumbala? Je crois que j'ai déjà répondu. Roger Lumbala reste ce qu'il a toujours été, un patriote, un nationaliste, un Congolais qui aujourd'hui se retrouve en France par la faute des choses, parce que le pouvoir ne veut pas de lui, ne fait pas qu'il rentre, parce qu'il semblerait qu'on lui reproche des choses, alors qu'il devait logiquement bénéficier de l'amnistie, comme tous les autres, mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il ne bénéficie pas de l'amnistie, il ne peut pas venir, voilà pourquoi il reste en France, mais comme on dit, loin des yeux, près du cœur, il est avec nous, chaque jour, nous sommes en contact, il suit l'actualité, même avant que je monte sur ce plateau, il savait que je vais monter sur ce plateau, et d'ailleurs il salue les Congolais à travers votre émission, qu'il apprécie, qu'il suit beaucoup, parce que vous savez bien que l'émission de Briefing, je n'ai pas de commentaires à faire, c'est une émission qui est suivie, ça je peux vous le dire, et il me dit, je vais suivre. De Paris où se trouve, c'est vrai que de temps en temps, il me fait des SMS sur Facebook, sur YouTube, quand il regarde mon émission sur YouTube. Alors, pour vous, il est dans une sorte d'exil, mais pour les autres, il est en fuite. Non, mais c'est lui qui connaît Lumbala. C'est bien que Lumbala ne peut pas fuir. Il va fuir qui? La justice. Oui, mais si la justice les traque d'une manière, je vais dire, arbitraire, c'est tout à fait normal qu'il se met à l'abri de cette justice arbitraire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Lumbala n'est pas... Il n'y a pas de choses... il n'a pas été condamné, je vais dire. Parce que la Constitution dit clairement qu'il faut être condamné. Mais il n'a pas été condamné. Et la Constitution nous dit, parle de la présomption d'innocence. Au jour d'aujourd'hui, Lumbala bénéficie de la présomption d'innocence. Il n'a pas été condamné. Et voilà, donc je vois que s'il fuit, c'est il fuit de l'arbitraire. Il ne fuit pas parce qu'il a une dette avec quelqu'un, parce qu'il a violé la femme de quelqu'un. Non, il fuit parce qu'il y a de l'arbitraire qui est dans l'heure et que s'il arrivait, il risque sa vie. Il risque sa vie. Vous savez bien, vous m'avez récit d'ailleurs une fois où il y a un avion qui a été affrété pour le prendre. C'est pas pour lui donner de bonbons. C'était pour en finir avec lui. C'est une réalité, madame. Et un homme politique, il doit être aussi prudent. La prudence, ce n'est pas la fuite, ce n'est pas la faiblesse. Un leader ne se livre pas. Un leader ne se livre pas. Hein, il y a beaucoup de gens qui continuent à gloser que Lumumba, si et si et si. Et avec si, on peut mettre Paris dans une bouteille, mais c'est pour dire que si Lumumba venait comme ça, il serait arrêté et on ne sait pas ce qui adviendra après. Arrêté pour avoir tenté de déstabiliser le régime par une rébellion. Oh, je crois que ça, c'est derrière notre dos, cette affaire-là. Je ne vais pas... Vous voulez qu'on ouvre encore une brèche? Je dis bien qu'il a été amnistié. Non, il n'a pas été amnistié. Il a été amnistié, comme tous les Congolais, qui ont pris parce que pour le frein de guerre, pour tous ceux qui étaient avec le M23. Mais lui, les gens du M23 sont amnistiés. On amnistiait les faits de guerre et pas les crimes de guerre. Mouloubala a commis quel crime? C'est ça que je parle de présomption d'innocence. Il n'a pas été condamné. Pour qu'il y ait crime de guerre, on doit établir cela. C'est ça l'arbitraire. Nous ne sommes pas dans un État arbitraire, dans un État, dans une république bananière. Il y a une république qui a des règles. Je vous parle de la Constitution ici. La Constitution dit que quand on peut, il faut que la personne, pour que la personne puisse être privée de sa liberté, il doit être condamné, et une condamnation définitive au jour d'aujourd'hui. Mais on lui dit déjà que si tu venais, tu verras. Mais il ne doit pas venir. C'est tout à fait normal. Et vous
Vous estimez qu'il est concerné par cette grâce présidentielle évoquée par le président de la République dans son ordonnance, dans un message où il convoquait le dialogue? Je souhaite de tous mes vœux qu'il soit aussi bénéficiaire de cela. C'est mon soin, c'est mon combat. Lumbala, c'est un ami, c'est un frère, c'est le président d'un parti, c'est un compagnon d'élite. Vous voyez, ça me rappelle un peu à l'époque de la table ronde de Bruxelles. Il y a des gens qui reprochaient beaucoup de choses à Lumumba. Lumumba était en prison. Il y a même ses ennemis, ses adversaires, qui voulaient sa libération pour qu'il participe à la table ronde de Bruxelles. Aujourd'hui, je crois que dans cette optique-là, moi j'aimerais bien qu'on puisse libérer tous les prisonniers politiques et tous ceux qui ne peuvent pas venir, comme c'est le cas de Lumumba, qu'ils viennent, qu'ils rentrent dans leur pays, dans la quiétude, qu'ils puissent participer au processus électoral, pour ne pas dire seulement au dialogue. Le dialogue, ce n'est qu'une pièce de théâtre qu'on est en train de décider, mais le processus électoral, c'est autre chose. Donc il doit participer au processus électoral comme acteur politique. Donc je trouve qu'il a toute sa place ici, et je souhaite ardemment, mais pourquoi ça tarde? Je ne sais pas pourquoi ça tarde, alors que nous sommes nous sommes à la fin même du délai du président de la République, pour la mise en place du comité préparatoire. C'est-à-dire que les dialogues commencent. Et les dialogues commencent, il y a encore d'autres Congolais, et même déjà, ces Congolais-là, ils pouvaient déjà prendre part. Et ils pouvaient déjà émettre leur point de vue. Nous sommes déjà dans les processus est entamé. Donc, ils ont toutes leurs places ici. Avant de passer au dialogue, à l'article 64 et à cette motion de défiance qui vise Évariste Bochab, on va s'arrêter sur cette tragédie qui suscite beaucoup d'émotions dans la capitale Kinshasa à travers le monde, puisqu'il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les médias occidentaux. Ces sans-abri qui s'agglutinent sur le boulevard Lumumba, dans les environs de l'église Shekinah notamment et ailleurs, à la suite des inondations après les grosses pluies qui se sont abattues sur Kinshasa. En tant que leader politique, en tant que dirigeant politique, vous avez été candidat, député national. Est-ce que vous êtes allé vers ces gens pour voir ce qui se passe? Et qu'est-ce que vous avez vu? Non, dire que je suis allé, je mentirais, Mamina. Je dis qu'il n'y a pas très longtemps, je viens à peine de rentrer, mais c'est pas la raison. Je dis qu'il y a quand même un État, il y a un État qui doit gérer et qui doit prévoir ce qui est arrivé. Lorsqu'on veut gouverner, on prévoit. On va nous dire que c'est une fatalité. Hein, allez, c'est une catastrophe naturelle. Allez, donc on ne pouvait pas. Non, il y a des inondations, même à travers le monde, il y a des inondations. Mais il y a des inondations qu'on peut éviter. Et la plupart, je peux me tromper, 90% des inondations ou des catastrophes qu'on voit dans notre pays, c'est des choses qu'on pouvait éviter, qu'on peut encore éviter. Mais malheureusement, nous avons un pouvoir qui n'ordonne pas, qui n'oriente pas, qui ne gère pas, un pouvoir qui abandonne en fait son rôle. Et c'est tout ce que nous voyons, c'est une conséquence de la mégestion. Vous venez de parler de l'embouteillage. Combien de personnes sont en train de réfléchir? Sinon, d'ici là, le Congo sera paralysé, surtout la ville de Kinshasa, et ça aura des effets contraires, des effets néfastes sur l'économie du pays. Mais il n'y a pas de gens qui réfléchissent ça comme si c'était une fatalité. Mamina, vous avez eu la chance de voyager, vous avez vu, il y a des routes superposées, il y a des ponts aériens pour décongestionner la ville. Pourquoi nous, on ne le fera pas? Il y a des embouteillages dans la plupart des grandes métropoles dans le monde. Mais pas comme ici. Pékin, Johannesburg. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Mais en France, pendant les vacances. Je dis pas comme ici. Kinshasa n'a pas le monopole des bouchons. Non, Kinshasa n'a pas. Vous pouvez dire que Kinshasa n'a pas le monopole d'embouteillage, mais Kinshasa a le monopole des bouchons. Parce que quand vous parlez de bouchons, c'est différent des bouchons et des embouteillages. Quand vous dites bouchons, ça bouchonne. Quand on dit ça bouchonne, ça dit ça bloque. Et là, ce n'est pas normal. Mais ailleurs, il y a un ralentissement, il y a des embouteillages. Et si vous regardez très bien, c'est des embouteillages qu'on oriente, qu'on peut facilement débloquer. Mais ici, ça bloque. On en était aux inondations. Et c'est pour dire, oui, mais nous sommes dans les mêmes registres. C'est pour dire que nous avons là un gouvernement qui ne fait pas ce qu'on attend de lui, qui ne gère pas le pays. Et tout ça, c'est une conséquence. C'est vrai qu'il y a la pression démographique, l'urbanisation sauvage, oui, vous venez de dire l'exode rural, vous verrez qu'il y a des l'exode rural qu'on ne contrôle pas. On autorise parfois les gens de construire sur le caniveau. On autorise et on voit, il y en a de place. Mais ça, c'est la faute à qui?
Et là, vous voulez dire que donc c'est des règlements climatiques, et donc, il y a des choses, ça, ce sont c'est des faux fuyants, c'est des échappatoires. Il y a des choses, quand des ordures qu'on jette dans le pont, on les jette dans l'eau, et sous les ponts, on jette des ordures. Et ça, ce n'est pas il y a un gros problème de gestion des ordures ménagères dans la ville de Kinshasa. Oui, il y a tout ça. Moi, je pense que c'est la mégestion, c'est l'abandon. Dernièrement, on a eu la crise des déchets. C'est la distraction surtout on a eu la crise des déchets. Du gouvernement provincial. Là, on n'en parle même pas. Je ne vais même pas parler. Je crois que... Alors, moralité, avant qu'on passe au dialogue. Moralité. Ah ben, écoutez, il faut que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. J'ai une réflexion. Je crois que les nombreux téléspectateurs qui vous suivent seront d'accord avec moi. Il y a un problème d'homme. Parce que la France n'a pas du pétrole. La plus grande richesse qu'un pays peut détenir, c'est l'homme. Donc il faut qu'il y ait des hommes capables, des hommes qui réfléchissent, des hommes qui ordonnent, des hommes qui ont le cœur à la place du cœur. Pas à la place du cœur, ils ont une pierre. Ils ne voient pas le malheur des autres, ils ne voient pas la souffrance du peuple. Les gens qui œuvrent pour l'intérêt général, les hommes politiques, mais des hommes d'État, des gens qui aiment le pays. Il faut ces hommes-là. Voilà, c'est ça, c'est qui manque. Et pour cela, vous allez me dire, une fois, vous m'avez posé la question par rapport, c'est vieux. Mais j'ai encore à mémoire la question, qu'est-ce qu'il faut prendre le pouvoir, par où il faut commencer l'éducation. L'éducation. Mais l'éducation, l'école de Jules Ferry, l'école qui forme, non seulement qui donne la science, mais la conscience. Parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est un problème d'homme. Les problèmes que nous sommes en train de connaître, ce n'est pas une fatalité, je dis bien. Ce n'est pas une fatalité. On peut résoudre ces problèmes avec une volonté politique pour les gens consciencieux, les gens amoureux de ce pays, amoureux des autres. Parce que vous m'avez dit, ce qui se passe blesse les consciences. Je ne vais pas paraphraser ce que vous aviez dit, mais c'est en train ça circule partout ailleurs. Les gens sont en train de s'émouvoir de ces consciences qui veulent. Mais pourtant, il y a des gens qui nous dirigent, ils passent par là et ils ne font rien. Et vous me demandez, moi, bien sûr, vous m'avez posé la question, pourquoi vous n'êtes pas, est-ce que vous êtes allé? Je dis, je ne suis pas allé. Parce que j'irai peut-être par curiosité, il y aura un caméraman qui va me suivre, Moïse Monide, il a été là, mais je serai incapable de donner des solutions. Mais comme je suis opposant, et la loi portant organisation de l'opposition me donne la latitude de critiquer et de proposer. C'est pour ça que je propose qu'on ne puisse pas oublier l'éducation. Mais l'éducation de l'école de Jules Ferry, qui forme les citoyens. Et une fois au pouvoir, il sera œuvrer pour l'intérêt général. C'est cet homme-là qui manque malheureusement. Et je ne dis pas que seulement cet homme-là, on le trouve maintenant, il suffit de dire ça, que cet homme-là, on le trouve dans l'opposition. Je crois que toute tendance confondue, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans la majorité, ceux qui sont au pouvoir, nous manquons cet amour de la patrie, nous manquons cette conscience qu'il faut pour résoudre les problèmes. Parce que nous avons tout. L'argent, c'est pas ce qui manque. Il ne manque pas du ciment. Il n'y a pas la terre. Qu'est-ce qui manque dans ces pays pour qu'on puisse baliser, qu'on puisse canaliser l'eau dans ces pays? Qu'est-ce qui manque? Il ne manque rien, c'est la volonté qui manque. J'ai envie de dire, vous avez été ministre Olympus 4 et aujourd'hui vous donnez des leçons aux copains. Non, vous savez, moi j'étais ministre dans l'Olympus 4, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Nous étions dans une transition. On avait comme cahier de charges l'atterrissage en douceur de la transition, du processus électoral. Nous l'avons fait. J'ai apporté ma petite pierre. Je n'étais pas ministre des infrastructures, et là où j'étais, j'ai œuvré. J'ai déjà, vous savez, le ministère de la parole, c'est un grand ministère. C'est pas pour rien que l'ami qui est là, je l'appelle ami, le frère qui est là, je préfère l'appeler le frère, il n'est pas mon ami. Le frère qui est là parce qu'il est du même pays que moi, Lambert Médé, c'est pas pour rien qu'il supplante certains ministres, on les voit pourquoi. Parce que c'est le ministère de la parole. Et moi, j'ai exercé ces ministères. Mais je n'ai pas, et au commencement était la parole. Ce que je viens de dire ici, c'est une façon d'œuvrer pour que les choses changent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'étais ministre de l'information, et j'ai essayé de baliser, j'ai essayé d'assainir les secteurs qui étaient le mien. J'ai donné la parole était donnée à tous ceux qui voulaient le prendre. La chaîne nationale était une chaîne nationale. Mais aujourd'hui, c'est devenu une chaîne de propagande. Vous voyez qu'il y a une différence. Il y a une émission politique, 202 cloches, où toutes les tendances passent pour s'exprimer. Vaut mieux tard que jamais, mais nous nous sommes beaucoup plus exprimés ici chez vous. Et ça, je le dis et je pèse bien mes mots. Beaucoup d'opposants sont venus s'exprimer ici, et même les gens du pouvoir. Et je remarque que la plupart des gens qui venaient ici ont été promis.
Et je profite de l'occasion, oui, beaucoup d'amis, on s'est confrontés ici, et j'aimerais bien le dire, ils se reconnaissent là où ils sont. Ils sont passés par ici, par contre, ils ne passaient pas, on ne passait pas sur RTNC. Donc, mais vaut mieux tard que jamais, vous venez de m'apprendre. Et je prends acte qu'il y a maintenant cette émission, je connais que c'est une vieille émission, mais il y a un moment, c'était la pensée unique. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, ils ont compris. Mais nous, à notre époque, c'était pas la pensée unique. Parce que, vous savez, la radio Mille Collines a fait des effets que tout le monde déplore aujourd'hui. Ça commence par la parole. Donc, il ne faut pas priver les gens de la parole, il faut libérer la parole. Et moi, j'étais dans ce secteur-là et j'ai œuvré pour libérer la parole. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je n'étais pas ministre de Mines, même si j'ai travaillé, j'étais mandataire à un moment dans le Mines, et toujours dans la même période 1+4, mais je n'étais pas ministre des Mines ou des infrastructures pour faire des routes. J'étais ministre dans le secteur qui était le mien et j'ai fait ce que je pouvais faire. Et les gens peuvent le témoigner. Toutes les fois où je vous ai reçu ici, vous aviez votre mounière. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas. Pourquoi? Parce que l'UDPS va aller au dialogue. Du coup, vous l'avez jeté. Non, tellement parce que vous avez vous avez fait de ça une obsession et j'ai commencé à dire, bon voilà, aujourd'hui je pars. J'avais posé la même question à l'un de vos copains ici. Si l'UDPS va au dialogue, est-ce que vous jetterez votre mounière? Non, mounière, je l'ai mis de côté, je ne l'ai pas jeté. Mais je peux le jeter si et seulement si, parce que je l'ai dit, mounière, lorsque moi je porte mounière, c'est un chapeau idéologique. Ça a un sens, c'est vrai. Ça a un contenu, c'est pas un chapeau que je l'ai porté comme ça, parce que notre chef les portait, c'est comme à l'époque de Mobutu, il y avait les gens qui portaient la toque de léopard, il y a dans d'autres pays comme ça. Je me réjouis et je ne regrette pas. Mais je dis, au jour d'aujourd'hui, j'observe, parce que l'UDPS est aujourd'hui étant pour parler avec le pouvoir, et ils sont très avancés pour le problème du dialogue, j'aimerais bien voir les contenus qu'ils donnent dans le dialogue. C'est quoi les contenus pour l'UDPS? Et l'UDPS, je me réjouis que non seulement je pose la question, je suis en train de voir les éléments de contenu de ces dialogues. Et l'UDPS n'a pas mâché le mot, il dit que pour lui, pour l'UDPS, pour elle, il faut que ce soit un dialogue où on respecte les délais constitutionnels, un dialogue où on respecte la Constitution, qu'il y ait un facilitateur ou un médiateur international. Je crois que je ne suis pas très loin de cela. Mais moi, je dis qu'il ne faut pas donner la caution on est en train de mettre les décors. Les décors étaient plantés. Il ne faut pas donner le béquille. Il ne faut pas cautionner cela. Parce qu'on connaît, on met des décors, les scénarios est connu. Maintenant, on cherche les acteurs et même le figurant de ces scénarios, de ces pièces de théâtre ou de ces films. Alors, nous, sachant bien qu'on sait bien qui va faire quoi et comment ça va se passer, parce que nous connaissons les joueurs et leur jeu, je n'aimerais pas que l'UDPS, qui est un grand parti de l'opposition, qui m'a nourri, qui moi j'ai fourbi mes premiers pas en politique. Qui vous a inspiré aussi. Oui, j'ai fourbi mes premiers pas dans l'UDPS. Et j'ai comme professeur émérite Étienne Tshisekedi, je l'ai dit, et je ne suis pas un renégat qui réunit son passé et son histoire. Je dis, mais je serais très mal à l'aise de voir l'UDPS cautionner l'illégalité. Et c'est pour ça, par rapport au Mouniéré, je l'ai mis de côté, mais je ne l'ai pas jeté. Mais si et seulement si Tshisekedi, mon père politique, l'UDPS, la grande université qui m'a enseigné le b.a.-ba de la politique, faisait alliance subjective avec le pouvoir en place pour bidouiller la Constitution, et là, je vous dirais que j'ai jeté les mounières. Alors, l'UDPS n'a pas décliné cette invitation au dialogue. Vous l'avez souligné ici, il s'agit pour eux d'insister qu'ils n'iront pas là-bas pour toucher à la Constitution, mais ils iront à ce dialogue. Et le comité préparatoire s'est mis en place. Et vous, jusque-là, c'est le oui, nous irons, mais ou c'est le non catégorique? Non, je ne peux pas fermer la porte, Mamina. Vous m'avez réussi plusieurs fois ici, mais comme vous me posez encore la question, je vais répéter ce que j'ai répété ici. J'ai dit ici plusieurs fois. Le dialogue dans une démocratie permet de faire respirer la démocratie. Donc le dialogue, c'est l'air qui peut permettre à l'homme de respirer. Oui, tout ça on sait. Oui, mais Moïse Moumouni-Dela, président de soutien à Étienne Tshisekedi, président intérimaire du RCDN, irez-vous au dialogue ou pas?
C'est oui ou non? J'irai au dialogue. Non, la question ne peut pas être fermée. Ce n'est pas déplicer égale 4. J'irai au dialogue si et seulement si ce dialogue va respecter les délais constitutionnels. Si et seulement si les dialogues... Et vous le saurez quand? Vous le saurez quand? Le dialogue aura comme cahier de charge les calendriers électoraux. Il y aura que tout ce qui a trait aux contingences électorales. Mais si et seulement si les dialogues, c'est pour déverrouiller l'article 220, c'est pour bouillir la Constitution, pour changer la Constitution, je n'irai pas à ces dialogues-là. Je le saurai quand? Comment il y a des premiers, il y a des signaux. Il y a des signaux on nous a déjà envoyés. Et les signaux, par exemple, lorsque le président dit on doit réfléchir sur une élection qui sera moins coûteuse, il annonce ses couleurs, il se dévoile, il donne des orientations. Et là, Moïse Mounidé l'a dit, je ne me vois pas dans ces dialogues-là. Ça veut dire quoi pour vous quand il dit des élections peu coûteuses? Je vais chercher ça, j'y suis. Des élections, le financement des élections impose une réflexion profonde. Au total, la CENI demande 1,2 milliard de dollars. Pour 2016, le budget disponible est de 500 millions seulement. C'est insuffisant, voilà pourquoi. Il faut une réflexion pour des élections peu coûteuses. Il faut allier démocratie et développement. Mais ce n'est pas antagoniste, ce n'est pas, je voulais dire que ce n'est pas contradictoire, ce n'est pas antinomique, c'est pas contradictoire entre la démocratie et le développement. Les deux vont ensemble. C'est un débat que nous avons fait depuis très longtemps. À l'époque déjà des Mobutu, il y avait des telles réflexions que nous avons balayées de revers de main à l'époque de Mobutu. Si vous voulez, on fait encore ce débat-là, je suis prêt, parce que nous sommes prêts à faire ce débat-là. Donc je mets ça de côté. À ce qui concerne l'argent, parce qu'il n'y a pas l'argent, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Oui, ça vous l'avez déjà dit, répété sur ce plateau. Alors ce qu'il y a, c'est que la commission électorale a une année pour organiser cet scrutin. C'est tellement serré que c'est irréaliste, beaucoup l'ont dit. Il y a des divergences sur le calendrier électoral. Le président de la République l'a relevé dans son mot. Le calendrier, il existe, mais il est en panne en quelque sorte à cause des divergences. Il faut dégager ces divergences. Oui, c'est pour ça que nous disons que si c'est un dialogue juste pour le calendrier électoral, on peut le faire. Nous avons proposé même une tripartite entre l'opposition, la majorité et la CENI. Et on peut associer la société civile, si vous voulez, la société civile, mais pour parler de ces problèmes-là. Et nous sommes capables de parler et d'élaguer le problème le plus vite possible et cap vers les élections. Et déjà, les calendriers réalistes, nous étions le premier à les dire. Je suis venu les dire ici. Irréalistes, j'ai même parlé d'indigeste. Oui, mais je l'ai dit. Et nous l'avons dit. Et aujourd'hui, lorsqu'on nous rejoint, lorsqu'on disait qu'il fallait les dialogues, on nous disait que non. Et là, je me rappelle de ce que Sarkozy disait. Une décision qui est prise au moment où il faut pas la prendre, c'est une mauvaise décision. On avait le temps de prendre, par exemple, de faire les dialogues. Mais aujourd'hui, à la veille, il y a une année des élections, on veut nous amener au dialogue. Non. Nous disons, nous pouvons bien faire une tripartite ou quadripartite pour parler de ces problèmes-là, rien que ces problèmes, et nous dégageons un calendrier réaliste et nous pouvons aller aux élections. L'argent, ils étaient là, ils avaient le temps, ils avaient le moyen, ils se disaient même qu'ils mettaient de côté de l'argent, ils ont dit, et ils ont même donné un chiffre, je ne sais pas lequel, mais ils ont dit, parce que je n'ai pas les chiffres avec moi, mais ils ont dit qu'ils ont décaissé déjà l'argent et ils vont le faire progressivement. Mais où est cet argent ? Alors, on se retrouve devant un fait accompli. Inutile de se voiler la face. Sur les 7 scrutins à organiser dans les 12 mois qui restent, quels sont ceux dont on peut se passer faute d'argent? Oui, mais c'est clair. C'est une question que j'ai déjà réfléchi. Nous devons commencer par l'élection présidentielle, les élections présidentielles et législatives, les deux. On commence par le 2 parce que ce sera une élection couplée. Et là, il y aura l'argent. Et je vous rappelle que la communauté internationale a dit qu'il y a l'argent, il y aura l'argent pour ça. Dès qu'on se met d'accord sur ça, il y a l'argent. Et donc, je crois que réalisme oblige, nous devons commencer par ces 2 élections. En dehors du financement des élections, il y a le nettoyage du fichier électoral, il y a les gens qui ont changé d'adresse, il y a les morts, il y a les Congolais de l'étranger et les nouveaux majeurs. Que faire?
Mais tout ça, ça peut se faire à un temps record. Nous sommes conscients. Si on élague l'organisation de cette élection que vous venez de soulever ici, de citer ici, c'est tout à fait normal que le reste du temps, on va gagner le temps en temps et même en argent. Et le reste du temps, on va les consacrer pour l'enrôlement des nouveaux majeurs, pour les nettoyages du fichier électoral, parce qu'il y a un fichier qui est très corrompu. Ça, nous savons, les rapports de l'OIF est passé par là. Donc, nous sommes conscients, nous sommes conséquents, madame. Il faut 4 à 6 mois, justement, pour inscrire de nouveaux électeurs au fichier. Oui, mais si vous dites 4 à 6 mois, vous voyez que nous restons avec 6 mois. Et les 6 mois, on peut bien organiser. Pour les 2 élections, je vous dis que c'est possible. Mais le pouvoir cherche par tous les moyens de nous empêcher d'être à l'heure, d'être au rendez-vous avec l'histoire de notre pays qui a été scellée dans la Constitution. Le pouvoir fait tous ces sont des stratagèmes pour qu'on n'en arrive pas là, pour qu'on n'organise pas des élections. Et nous sommes conscients, c'est pour ça que nous opposons un non catégorique pour nous amener dans ce chemin-là. Mais nous sommes pour les dialogues, et je continue à répondre à votre question, je n'ai pas éludé la question. Oui au dialogue, mais un dialogue c'est franc. Non à un dialogue qui va nous amener au glissement. Non à un dialogue qui va planter les décors d'un scénario, d'une pièce de théâtre politique où on connaît déjà l'issue, on connaît comment ça va se passer, comme ça s'est passé en République démocratique en République du Congo, en République sœur du Congo, où on savait, on a amené les gens au dialogue, et puis il y a eu des points de vue divergents, soutenus par des extrémités, et le président Sassou s'est donné le beau rôle pour dire voilà, comme les gens ne s'accordent pas, comme les violons ne s'accordent pas, alors allons devant les souverains primaires qui va de partager les 2 points de vue. Et là, ça paraît plus démocratique. Vous voyez, il se donne le beau rôle. Et Kabila, le président Kabila, veut nous amener dans ces scénarios-là. Et nous, à sans chance-là, nous ne pouvons pas cautionner. Dès qu'on y va, dès qu'on accepte les dialogues, on ira, donc on doit accepter le référendum. Et après, il dira, même si vous n'avez pas participé, le peuple a voté. Même si c'est 30%, même si c'est 20%, c'est ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Donc nous connaissons les joueurs et nous connaissons leurs jeux. Au bout du compte, j'ai du mal à vous suivre. Vous irez, vous n'irez pas. Un coup, vous dites que vous irez, un coup, vous dites que vous n'irez pas. Je suis très clair comme l'œil de roche. Je suis très clair. Il y a un problème d'opportunité et de contenu du dialogue. Mais j'aimerais bien détendre un peu la situation. On va y aller concrètement. Oui. Admettons que le dialogue est convoqué dans 1 semaine. Vous irez ou pas? Vous serez sur les lieux de ce forum ou pas? Le plus important, ce n'est pas ma modeste personne, Moïse, mon idée là par rapport bon, puisque vous avez été aux concertations il y a 2 ans. Oui, j'étais aux concertations, j'ai quitté les concertations parce que j'ai vu que c'est de la même façon, j'ai vu que les intérêts du peuple congolais n'étaient pas sauvegardés, défendus avec acharnement là-bas. J'ai quitté, je le ferai autant. S'il fallait refaire, je le ferai. Donc nous sommes dans ces mêmes cas de figure. Mais je voulais tout simplement dire que c'est un sujet très délicat. Je voulais dire que ma modeste personne, ne sait pas ce qui compte. C'est ce qui adviendra, c'est ce qui va être décidé là-bas. Si, par exemple, moi, à supposer que je ne serai pas là, mais si on décide qu'on doit aller aux élections dans les délais constitutionnels et on doit respecter l'esprit et la lettre de la Constitution et tout ça, moi, il y a un calendrier, sortant de là, il y aura un calendrier réaliste, je vais applaudir. Je peux ou ne pas être là. Le plus important, ce n'est pas d'être là. Le plus important, c'est les Congos. C'est l'avenir du Congo. Ce n'est pas que Moïse. Parce que les gens voient qu'au dialogue, c'est les partages. Sachez bien que les partages équilibrés, équitables de postes, ça, il ne faut pas oublier. C'est pour ça, vous voyez qu'il y a la ruée vers l'or. Mais si on enlève cela, il suffit que le président Kabila puisse faire une déclaration express verbis, urbi torbi, comme disent les latins et les catholiques, que moi, le président Kabila, oui. C'est le pape qui le dit lors de sa bénédiction à la Noël. À la Noël, voilà. Alors là, j'ai affaire à une chrétienne, mais moi, je suis musulman, mais je fais toujours allusion aux catholiques, parce que les catholiques sont représentatifs dans notre pays. C'est ainsi que lorsqu'ils parlent de l'article 64, je vais me soumettre à leurs recommandations. Alors donc, nous devons tenir compte de ce qui est dit, de ce qui nos législateurs ont scellé en marbre, c'est-à-dire la Constitution. Et si je ne suis pas là, mais on respecte la Constitution, l'esprit et la lettre, on dit on va aller aux élections dans un délai constitutionnel, et puis il n'y aura pas
le bidouillage. Et le président Kabila a fait une déclaration solennelle par rapport à ça, pour fixer l'opinion par rapport à ce que je suis en train de dire là. Mais je pense qu'il va extirper le malentendu, les soupçons, si soupçons il y a, mais aujourd'hui nous ne sommes pas dans les soupçons, nous sommes dans, moi aujourd'hui, je suis convaincu que c'est ce que veut le président Kabila parce qu'il l'a dit lui-même. Et ce n'est pas le porte-parole de ceci ou le porte-parole de cela qu'il a dit. Mais je disais que je vais un peu de temps. À propos de ce malentendu ou ce procès d'intention, une fois à Kingati, il avait dit aux membres de la majorité qu'il ne les avait pas réunis pour comploter contre la République et contre la Constitution. Ça ne vous suffit pas? Non, ça ne suffit pas. Il faut qu'on attende une déclaration. Okay. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs oppositions. Et les négociations, les préparatifs des dialogues ont semblé tourner autour de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, alors qu'il y a ce qu'on appelle le groupe de Sainte-Thérèse. Il y a le groupe des 19, 20 et 21 janvier, et les oppositions ci, les oppositions ça. Est-ce que vous êtes un peu frustré? Non, frustré par rapport à quoi? Par rapport à tout ça? Parce que tout tourne autour de l'UDPS. L'UDPS veut ça, l'UDPS veut pas ça. L'UDPS a dit qu'il participera pas à un dialogue si il est convoqué au-delà du mois de novembre. Et du coup, cette ordonnance est tombée juste avant la fin du mois de novembre. Donc, tout tourne autour de l'UDPS. Et vous autres, vous êtes comme des... Allez-y, vas-y, lâche. Non, je ne vais pas le dire. Oui, alors, donc, moi j'ai compris. Et si vous voulez dire que nous sommes des patins... Non, j'ai jamais dit ça. Voilà, vous comptez un peu pour du beurre, quoi. Ben oui, moi par rapport à Tshisekedi, je ne pèse pas Tshisekedi, je ne vaux pas Tshisekedi. Comptez pour du beurre. Non, moi je ne pèse pas Tshisekedi, je ne vaux pas Tshisekedi, je suis à l'aise. Et je l'ai dit, il y a d'autres personnes qui vont rougir. Et si vous vous dites ça, ils vont rougir, mais moi je ne rougis pas. C'est pour ça que je m'appelle soutien à Étienne Tshisekedi. Je n'ai pas dit soutien à Joseph Kabila, ou soutien à X ou à Y, soutien à Étienne Tshisekedi. Et je vous ai dit que je suis à l'aise parce que j'ai fourmi mes premiers pas en politique dans l'UDPS. Et je suis l'héritier politique de Étienne Tshisekedi. Donc j'attends mon heure viendra, où j'aurai le poids de Tshisekedi. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas le poids de Tshisekedi. Je dirige un parti, une plateforme qui a 4 députés. Mais lui, Tshisekedi, au moins plus, je ne sais pas, à moins que je me trompe, 40, une quarantaine ou une trentaine. Vous voyez que ce n'est pas pareil. Donc je dois me mettre là où je dois... 40 députés désavoués. Hein? 40 députés désavoués. Peu importe, ça prouve qu'il a un poids. Et c'est une occasion que les gens puissent comprendre que Tshisekedi n'est pas n'importe qui et l'IDPS. Okay. Et cela étant, mais ils doivent aussi tenir compte des alliés. Ils doivent tenir compte aussi des autres. C'est ça la démocratie. Parce que si l'IDPS et tout ce que dit l'IDPS est devenu la parole d'évangile, c'est-à-dire que l'IDPS s'est réuni dans une démocratie, il faut qu'il y ait une diversité d'opinions. Dans une démocratie, il ne peut pas y avoir une seule opposition. L'opposition est plurielle. Okay. Et j'aime bien le dire, et c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir une pluralité d'opinions, pluralité de plateformes. Ça ne doit pas me gêner. Moi, ça ne me gêne pas. Mais sauf que nous devons regarder la même direction. Et cette direction, c'est le bonheur du peuple congolais. C'est l'avenir du Congo. Et si nous regardons dans la même direction, on peut diverger sur l'approche pour arriver. Comme on dit, tout chemin mène à Rome. Alors, l'article 64, cette polémique n'est-elle pas due à la mauvaise foi? Non, moi j'ai fait de ça d'ailleurs une chanson, sinon un refrain. Moi je n'ai pas attendu les prêtres pour vous faire ça. Vous avez cité quelque chose, je sais que vous essayez un peu de, comme on dit, à Kinshasa on dit communément, vous m'avez chrétien, je ne sais pas si c'est français. Mais vous le faites, je dis, parce que je communique à Kinshasa, ceux qui sont à Kinshasa, ils comprennent que vous essayez un peu de me taquiner ou parfois de me pousser au dernier retranchement pour dire que j'étais fac et tout ça. Je dis, oui, dans fac. C'est votre CV. Oui, ben d'accord. Et dans fac, j'assume, dans fac, nous étions des premiers. En tout cas, dans la ville de Kinshasa, nous avons sillonné toutes les communes et tout ça pour dire qu'on ne touche pas à l'article 64. Et l'article 64 dit tout simplement qu'on doit faire barrage à un individu ou à un groupe d'individus qui prennent le pouvoir par la force. C'est quelle fac déjà, Fayoulou, Lisanga Fac, faut ça qu'ils cherchent. Moi, c'est dépassé ça, c'est dépassé, c'est derrière notre dos. Alors donc, c'est pour dire que nous étions le premier, les tenants de ça. Si aujourd'hui, le prêtre de l'Église catholique, que je respecte beaucoup, même si je suis musulman, qui sont plus représentatifs que toutes les confessions religieuses, je voulais dire, peut-être pas représentatifs, mais en tout cas, qui sont à l'écoute du peuple congolais, dans les fins fonds
du Congo, on trouve une église catholique. Et lorsqu'ils disent les choses qu'ils ont dit, de la manière qu'ils ont dit, est-ce que faudra-t-il que le sang puisse encore couler au Congo? C'est très interpellateur. Et si on ne prend pas garde, si ça venait de nous, les hommes politiques, comme vous dites, nous ne pèsons pas. Moi, je ne pèse pas comme Tshisekedi. Je ne pèse pas comme l'Église catholique. Ça me fait pas gémir. Et je ne peux même pas trouver de quoi dire par rapport à ça. Mais quand ça vient de l'Église catholique, on doit prendre ça au sérieux, madame. Parce que ces gens-là, ce sont des gens qui sont chaque matin, midi et soir à l'écoute du peuple. Ils connaissent la souffrance du peuple. Et ils connaissent comment le peuple vit. Et ils savent les attentes. Ils connaissent aussi les attentes du peuple. Okay. Et lorsqu'ils disent que nous devons respecter l'article 64, et si on ne respecte pas cela, il y aura des manifestations. Il y a tout d'abord la vulgarisation, la conscientisation dans les églises. Si on prend ça à la légère, j'ai dit, ok, on prend date. Mais Compaoré aussi prenait à la légère ce qu'on lui disait. Vous savez, tout ce que le président Kabila est en train d'amorcer, d'expérimenter, ça s'est passé avec le président Mobutu. La division de l'opposition, les dédoublements des partis politiques, et tout ça, toutes les intimidations. Mais on a connu ça avec Mobutu. Moi, j'ai la chance, je suis je voulais dire, j'ai commencé la politique très tôt, très jeune, et j'ai vécu ça. Aujourd'hui, je suis vieux dans la politique. Et je vis ça, et aujourd'hui, j'ai un feedback. Et lorsque je parle de choses, je sais de quoi je parle. Et on connaît toujours comment on va finir. Donc, on ne peut pas aller contre la volonté d'un peuple. Il y a des courtisans qui sont en train de dire au président Kabila, non, ça va passer. Non, ça ne passera pas. Et pour une fois, je suis d'accord avec le président Kabila. Lorsqu'il dit que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. C'est les descendants de Kimpa Vita, de Simo Kimbangu, de Joseph Kassaboubou, de Joseph Kabila. Mais il a oublié de dire de Mobutu et de Tshisekedi, parce que Mobutu aussi a dirigé ce pays. C'est vrai, les Congolais ne sont pas n'importe quel peuple. Nous n'accepterons pas ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Si les gens croient qu'on va accepter cela, on les trompe, parce que nous n'accepterons pas ça. Quand il y a l'église catholique, ajouter toutes les forces là, l'UDPS, le G7, la dynamique et tout ça, mettez ça sur la balance. Et mettez sur la balance les autres là qui sont en train de flatter. Après, il y a qu'une flatteur ne vit qu'au dépend de celui qui l'écoute. Okay. Au Burkina Faso, il y avait aussi une armée façonnée, taillée sur mesure pour Blaise Compaoré. Mais Blaise Compaoré, vous oubliez qu'il y a le Burundi, le Rwanda ou le Congo a réussi. Mais le Congo n'est pas le Burundi, madame. Le Congo n'est pas le Rwanda. Et ça, je vous l'ai dit, on peut prendre date. Parce que votre émission a le mérite de donner au moins la parole aux gens. C'est qu'on ne nous donne pas la parole à l'heure, nous trouvons ici, c'est pour ça que nous tenons à vous remercier. Et prenez, vous allez garder la bande. Et cette émission, gardez-la bien. Il faut la conserver, il faut même mettre ça. Voilà pourquoi j'en profite pour poser cette question, parce que c'est des archives que je vais vous sortir d'ici là. Oui. Si on vous nomme ministre, vous accepterez ou pas? Ministre pour quelle finalité? Parce que j'ai déjà fait la petite expérience dans les gouvernements. J'ai déjà été ministre, vice-ministre, pas ministre, mais vice-ministre. Mais j'étais dans les gouvernements. J'étais déjà mandataire de l'État dans une entreprise minière, madame. C'est quand même par ordonnance. J'ai été nommé 2 fois par ordonnance présidentielle. C'est vrai que je n'ai pas été Premier ministre, j'ai pas encore été Premier ministre, mais j'ai déjà été au gouvernement. Mais je connais l'expérience. Mais j'aimerais bien que je sois au pouvoir, je sois à l'aise dans ces ministères. Mais un ministère où on vous nomme... ça veut dire que vous direz oui si on vous nomme ministre au prochain gouvernement? Non, je ne dirais pas ça. Ministre, on ne peut pas refuser de servir son pays lorsque les conditions sont réunies. Je ne peux pas refuser mais lorsque les conditions sont réunies, mais ministre dans cet imbroglio en violation flagrante de la Constitution, je dirais non. Okay. Alors, je dirais non. Il nous reste combien? 3 minutes? Il y a cette motion de défiance déposée par le député national d'Élysée Sanga. Derrière lui, un groupe d'opposants. Donc, il reproche à Évariste Bochab, le ministre de l'Intérieur et vice-premier ministre, la nomination des commissaires spéciaux. Ça viole les dispositions constitutionnelles. C'est à quoi la majorité rétorque qu'il est en conformité avec l'article 168 de la Constitution. Réaction. Ça viole la conscience. La conscience. Ça viole la conscience. Et pas la Constitution.
en dehors de la Constitution, ça viole la conscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. J'aimerais commencer par là. J'aimerais commencer par là parce que comment vous pouvez expliquer? Parce que là, vous voulez m'amener dans un débat juridique et politique. Mais je parle de bon sens, de la conscience. Comment vous pouvez expliquer à un enfant qui ne connaît pas la politique, qui ne connaît pas le méandre de la politique et la complexité des textes juridiques et politiques, que dans un même pays, il peut y avoir une province gérée par des gens nommés et d'autres une province par des gens élus et d'autres il y a des ministres et d'autres il n'y a pas de ministres provinciaux. Donc c'est vraiment un désordre. Une sorte de transition? Non, c'est un désordre organisé, mais organisé par le ministère de l'Intérieur. Cette nomination s'est faite à la suite d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous voyez, madame, quand vous parlez de la Cour constitutionnelle, ailleurs, on ne commente pas. Excuse-moi d'évoquer la France parce que c'est... L'article 168, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. C'est ce que je voulais dire. Qu'ailleurs, on ne commente pas les décisions de la Cour suprême de justice. Au-dessus de la Cour, il n'y a que Dieu. Mais lorsque c'est pour ça, les membres de la Cour doivent être d'une moralité irréprochable. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui se comportent comme les agents d'un parti politique ou alors qui sont au service d'un groupe. Mais je suis tenté de dire que cette Cour, au jour d'aujourd'hui, elle ne nous donne pas parfaite confiance, elle ne nous donne pas satisfaction au regard des arrêts qui viennent de produire à un laps du temps. Et c'est pour cela que nous disons que le député qui vient de... C'est Denis Sessanga qui est un ami et qui est quand même quelqu'un qui est méticulé par rapport au droit constitutionnel. Je trouve qu'il est dans son rôle de député de déposer une motion. Il est dans son rôle, le nombre de droit d'un juriste, et d'interpeller les ministres de l'Intérieur pour qu'il explique à la nation pourquoi un tel imbroglio, pourquoi un tel désordre, pourquoi un tel ajustement qui n'honore pas la République et qui énerve la Constitution. Alors ce qu'il y a, c'est que les provinces découpées peinaient à décoller, elles étaient paralysées par l'absence des exécutifs, il fallait bien agir. Alors votre dernier mot, en une seconde, on a terminé. Non, je pense qu'ils ont agi parce qu'ils voulaient en découdre, vous savez, ils voulaient en découdre avec un gouverneur qui dérangeait. Je crois que, si je ne me trompe pas, il y avait un gouverneur, le gouverneur du Katanga, qui prenait de l'ampleur, qui a essayé de parler de trois penalties, en bref, qui ne voulait pas du troisième mandat du président Kabila, et tout a commencé, ça a été précipité à cause de ça, c'est connu de tout le monde. Mais on ne peut pas faire des choses, tailler des lois à géométrie variable pour besoin de la cause. C'est ça l'arbitraire. Et nous ne devons pas aller dans des mondes. Le fait d'avoir une constitution, donc nous sommes sortis du monde de l'arbitraire. Nous sommes sortis du monde où de l'à peu près, parce que vous n'aimez pas la tête de la personne et vous prenez une loi circonstancielle. Et voilà, on a pris une décision circonstancielle qui n'honore pas la République et qui énerve la Constitution. Et je dis, ce n'est pas bien. Nous devons revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, ici, c'est le vivre ensemble du Congolais qui est bien écrit dans la Constitution. Merci Moïse Monidela d'être passé dans Débriefing, président intérimaire du RCD Anne, président de cette, coordonnateur, c'est comme ça que vous dites ça, coordonnateur des soutiens à Étienne Tshisekedi. Merci à vous d'avoir suivi ce Débriefing de partout dans le monde, dans rediffusion demain 7h15. La semaine prochaine pour un autre Débriefing qui fera le tour des questions qui agitent le débat public.